C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les partisans de Laurent Gbagbo en pleine effervescence en Côte d'Ivoire. Ils se préparent à accueillir en grande pompe l'ancien président acquitté par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité pendant la crise post-électorale de 2011. Il a annoncé son retour pour ce jeudi après 10 ans d'absence. Nos équipes sont allées à la rencontre de ses partisans. Reportage à suivre. Les déplacés du volcan Nyiragongo en République démocratique du Congo ne sont pas tous rentrés chez eux. Certains ont tout perdu et n'ont plus d'endroit où aller. À Goma, des volcanologues continuent de surveiller l'activité du volcan. Les détails dans ce journal. Et puis cette énième visite de la CAF au Cameroun, les inspecteurs de la Confédération africaine de football se sont rendus dans le pays pour vérifier que les infrastructures pour accueillir la CAN 2022 seront bien prêtes avant le coup d'envoi. Nous serons à Yaoundé dans ce journal. En Côte d'Ivoire, les préparatifs pour accueillir l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo vont bon train. Ses partisans attendaient ce moment depuis longtemps. Nos correspondants Samuel Bernard et Anan Ferjani sont allés à leur rencontre. Reportage. Maman Gbagbo, dans le quartier de Yopougon, c'est ainsi qu'on appelle cette Ivoirienne. Et pour cause, cette partisane de la première heure a tout un arsenal de pagnes à l'effigie de l'ex-président en sa possession. Avec la fête des libertés, nous avons les pagnes comme ça. Comme ça. Et là était à La Haye. Là, c'était... C'est vêtu de ce pagne qu'elle ira accueillir Laurent Gbagbo, quitte à partir la veille et attendre patiemment. Le quartier a dit qu'on va faire un convoi, donc on va vite partir pour qu'on soit devant. Il y a longtemps, on l'attend, nous on avait confiance, on priait pour ça. À 2 ruelles de là, cette jeune coiffeuse est plus inquiète, elle redoute des débordements. On a payé les sacs de riz, en tout cas, c'est qu'on peut garder un peu parce qu'on ne sait jamais. En tout cas, on laisse dans la main de Dieu, quoi. Dieu même va s'en charger. Yakassé à Tobrou, à une centaine de kilomètres au nord d'Abidjan, une cinquantaine de militants réunis pour ce rendez-vous festif au rythme du zouglou. Le mot d'ordre de cette assemblée générale, la mobilisation. Il faut que tout le monde entier, mais surtout tous les Ivoiriens, soient mobilisés du nord au sud. Gbagbo Laurent vient en Côte d'Ivoire le jeudi 17. C'est le 8 mai dernier que cette mobilisation débute. Un travail de longue haleine abattu par 70 délégations déployées à travers le pays. Vous savez que les médias n'arrivent pas dans les fins fonds des campements, les réseaux sociaux n'y sont pas. Il faut que nous nous dépêchions nous-mêmes pour aller vers les populations, pour leur expliquer. Nous voulons que ce gouvernement soit grand, qu'il soit exceptionnel et que vraiment il marque les mémoires des Ivoiriens et du monde entier. Les responsables du FPI affirment que le gouvernement ne s'est pas opposé à un accueil populaire à l'aéroport. Ils espèrent un immense bain de foule pour ce retour hautement symbolique. Direction Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Même si les autorités encouragent les habitants qui avaient fui le volcan à rentrer chez eux, les volcanologues surveillent de près l'activité du Nyiragongo. Son éruption en mai dernier a fait une trentaine de morts et de nombreux déplacés ont tout perdu et restent coincés dans la localité de Saké. Nicolas Germain. L'ascension va durer 5 heures. Cette équipe de volcanologues se rend au sommet du Nyiragongo qui culmine à 3470 mètres. Il faut surveiller son activité après l'éruption du mois dernier qui a fait une trentaine de morts. Seule bonne nouvelle, depuis ce drame, ces experts disposent de plus de moyens. Avant l'éruption, c'était pénible puisqu'on n'avait pas assez de moyens financiers. On allait d'une manière irrégulière, soit une fois le mois. Mais depuis que l'éruption a commencé, ça c'est la deuxième mission. D'abord sur terre, mais aussi on a fait plusieurs survols avec l'appui de la MONUSCO, pas d'hélicoptère. Les volcanologues veulent notamment faire taire une rumeur sur les réseaux sociaux disant que le Nyiragongo s'est éteint. L'éruption a forcé des centaines de milliers de personnes à fuir Goma. Beaucoup de familles sont aujourd'hui rentrées chez elles, mais certains ont tout perdu et restent coincés dans la localité de Saké. On souffre, on dort dehors, on a froid la nuit, nos maisons, nos habits ont été détruits. On avait des poules et des chèvres, et là, on n'a plus rien. Les autorités craignaient une éruption limnique du lac Kivu, mais fort heureusement, elle n'a pas eu lieu pour l'instant. Cela arrive lorsque les eaux profondes de lacs très riches en gaz remontent soudainement à la surface. Ils libèrent alors des quantités gigantesques de dioxyde de carbone dans l'air, mettant en grave danger les populations locales.
Et puis toujours en République démocratique du Congo, cette décision des autorités. Kinshasa a annoncé mardi la fermeture des discothèques et boîtes de nuit pendant 15 jours, en cause une troisième vague de contamination par le Covid-19, une mesure annoncée par le président en déplacement à Goma pour faire face au très contagieux variant indien. Cette opération militaire en Casamance, au Sénégal, l'armée sénégalaise a annoncé la prise d'une série de postes et de camps de la rébellion dans la région. Lors d'une offensive lancée il y a 2 semaines, l'opération a fait 2 blessés dans les rangs de l'armée. La correspondance à Dakar d'Elimandao. Les opérations ont eu lieu à Niassia, à l'ouest de Ziguinchor, la plus importante ville de la Casamance. L'armée sénégalaise affirme avoir délogé les indépendantistes du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, le MFDC, de plusieurs de leurs bastions dans cette partie située à quelques kilomètres de la frontière sud avec la Guinée-Bissau. 2 militaires sénégalais ont été blessés dans les affrontements. Pour le moment, on n'a pas encore d'informations du côté des indépendantistes, mais l'armée sénégalaise affirme que dans leur fuite, les indépendantistes ont laissé une quantité importante de munitions, mais également d'armements. L'objectif général de cette opération est de favoriser le retour sur leur terre d'origine des déplacés de guerre de la Casamance. Ils sont des dizaines de milliers de déplacés de guerre à attendre que ces opérations se terminent pour pouvoir retrouver leur terre d'origine. Il faut dire que pour le moment, certains déplacés de guerre ont commencé déjà à retrouver leur village d'origine. C'est le cas de Bilas et de Bissine, des villages situés à une 60aine de kilomètres de Ziguinchor. Direction la Centrafrique avec cette image, celle de la passation de pouvoir entre l'ancien Premier ministre Firmin Grébada et le nouveau Premier ministre nommé vendredi dernier, Henri-Marie Dondra. Il s'agit de la première apparition en public du nouveau chef du gouvernement depuis sa nomination. En bref, les résultats des élections législatives en Algérie. Le FLN, parti historique et au pouvoir pendant toute la présidence du président déchu Abdelaziz Bouteflika, a remporté le scrutin avec un taux de participation historiquement bas, 23% de participation. Le FLN a raflé 105 sièges sur 407, suivis par des candidats indépendants avec 78 sièges. La principale formation islamiste du pays, le MSP, qui avait revendiqué la victoire à l'issue du scrutin, arrive 3e avec 64 sièges. On part en Tunisie, où la mort d'un jeune dans des circonstances suspectes le 8 juin dernier, lors de son interpellation par la police, a provoqué plusieurs nuits de tension entre les forces de l'ordre et les habitants des quartiers populaires de Tunis. Les ONG de défense des droits de l'homme et les familles des victimes craignent l'absence de sanctions pour les policiers mis en cause. Reportage de Lilia Blaise et Hamdit Lili. Depuis une semaine, chaque nuit, les jeunes du quartier de Sidi Hassine, à l'ouest de la capitale, manifestent dans la rue. La raison de leur colère, la mort suspecte d'un jeune lors de son interpellation par la police et le passage à tabac d'un autre par les autorités, relayé dans une vidéo devenue virale. Ce mardi, ils sont de nouveau sortis en journée pour dénoncer les violences policières. Ici, dans ce quartier, nous nous sentons harcelés par la police et tout le temps maltraités dans la rue, au commissariat et même dans nos maisons. On se retrouve à éviter constamment les policiers. Selon les premières versions des témoignages, le jeune Ahmed Benamar a été interpellé dans la rue, puis tabassé dans un fourgon de police avant d'être relâché et laissé pour mort. La mère du jeune homme demande justice dans une conférence de presse tenue ce mardi avec plusieurs associations. Je réclame justice pour mon fils. Je n'ai toujours pas de rapport d'autopsie. J'espère un jour l'avoir, mais pour le moment, je n'ai rien. Une enquête judiciaire a été ouverte. Le ministère de l'Intérieur dément les faits, mais il a quand même suspendu de ses fonctions le policier mis en cause pour l'agression du second jeune. Pour cette organisation qui aide les victimes de violences policières et documente les abus, ce phénomène n'est pas nouveau. Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas en Tunisie? Pourquoi est-ce que la violence policière, que ce soit torture ou mauvais traitement, reste très répandue? La réponse tient en un mot, c'est l'impunité. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions, les choses ne changeront pas. Personne n'aura intérêt, en tout cas les agents de police n'auront pas intérêt à changer leur comportement tant qu'ils n'auront pas été sanctionnés. 67 associations et organisations syndicales ont porté plainte contre Hichem Mechichi, chef du gouvernement, mais aussi ministre de l'Intérieur par intérim. Le gouvernement n'a pas répondu à nos sollicitations pour une réaction. Le président de la République, Kais Saied, a condamné vendredi ces violences. Le Cameroun sera-t-il enfin prêt pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2022 ? Pas évident.
Les chantiers avancent doucement et ne devraient être prêts que 2 mois avant le coup d'envoi. Une délégation de la CAF est actuellement au Cameroun pour une énième visite d'inspection. Les précisions de notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. La question est sur toutes les lèvres et la presse locale en fait régulièrement ses choux gras. Le Cameroun pourra-t-il enfin organiser sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations, 50 ans après celle de 1972? Et rien n'est moins sûr, et pour cause, de nombreux chantiers accusent encore du retard, et notamment le fameux stade d'Olembe en banlieue de Yaoundé, encore appelé stade Paul Biya, un véritable chantier maudit dont les travaux ont débuté il y a 12 ans et qui pourrait finalement être livré au mois de novembre prochain, à peine 2 mois avant le coup d'envoi de la CAN prévu le 9 janvier 2022. Mais il n'y a pas que ce chantier qui a pris du retard. Les infrastructures routières et sanitaires notamment ne rassurent pas, au point que la Confédération africaine de football multiplie les visites d'inspection en terre camerounaise. Une délégation de la CAF séjourne d'ailleurs actuellement ici au Cameroun avec à sa tête son secrétaire général qui se veut pourtant optimiste. La CAN sera organisée dans ces magnifiques pays au mois de janvier 2022. Bien sûr, nul n'est parfait. Comme avait dit le ministre, le monde parfait n'existait pas. Il y a quelques réglages à faire, raison pour laquelle on est ici pour parler de ça. Malgré cet optimisme affiché, le récent report du tirage au sort, initialement prévu le 25 juin prochain et dont la date a été reportée sine die à la demande de la Confédération africaine de football, n'a fait que semer le doute et alimenter la rumeur d'un nouveau retrait de la compétition au pays de Roger Mila et de Samuel Eto'o. Et pourtant, du côté de la Confédération africaine de football, mais aussi des autorités camerounaises, l'on se veut rassurant. La compétition aura bel et bien lieu ici au Cameroun en janvier 2022. Notre invitée ce soir, vous en avez sûrement déjà entendu parler, Marguerite Aboué. Et si vous ne la connaissez pas, vous connaissez au moins le personnage de sa bande dessinée à succès, Aya de Yopougon, qui raconte avec humour le quotidien d'une belle Ivoirienne de 19 ans à Yopougon, quartier populaire d'Abidjan. Marguerite Aboué, l'auteure de la BD qu'elle a elle-même adaptée en film d'animation, un film qui avait été présenté en 2013 au Festival d'Annecy. Cette année, c'est le film d'animation africain qui est à l'honneur à ce festival. Elle était avec nous tout à l'heure en direct pour en parler, extrait de cette interview. Des festivals comme Annecy sont très importants justement pour tous ces jeunes parce que c'est l'occasion pour eux de montrer ce qu'ils savent faire et puis de rencontrer des producteurs qui pourraient les aider à réaliser leurs projets. Alors, quelles sont les difficultés pour produire et présenter justement concrètement? Il y a des pays en Afrique où il y a des studios d'animation, où il y a des formations. Je parle de l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria aussi. Donc, eux, c'est un peu plus facile parce que ces jeunes qui ont des talents et qui ont des projets peuvent se faire accompagner. Et par contre, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone est beaucoup en peine. Il n'y a pas d'école de formation, il n'y a pas de studio, à part quelques-uns. C'est difficile pour ces jeunes-là. Donc, la plupart apprennent un peu comme ça, avec des tutoriels sur Internet. Même s'ils ont un talent, ça ne suffit pas parce qu'il faut avoir des bons outils, il faut être dirigé, structuré. Alors, comment vous les aidez justement, ces jeunes talents? Qu'est-ce que vous leur apportez aujourd'hui? Alors, moi, ce que je fais avec ma petite équipe, c'est de répertorier tous les petits talents. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs pays francophones africains et on est allé voir un peu des associations où justement il y avait tous ces jeunes là qui essayaient de faire de l'animation et le but c'est de les réunir tous soit en Côte d'Ivoire ou peut-être au Burkina et de leur proposer de travailler ensemble leur projet. Ce qu'on leur propose, c'est de les aider à faire des choses beaucoup plus simples parce que parfois, on a comme l'impression qu'ils sautent les étapes et qu'ils veulent faire tous de la 3D. Alors que la 3D, il faut avoir de bons outils. On leur dit tout simplement, on commence par de la 2D
Et la 2D, il faut savoir dessiner. Donc, on commence par le dessin. Et puis, on leur apprend aussi à écrire des histoires parce qu'un film d'animation ou autre, c'est d'abord une belle histoire. Et puis ensuite, on les met en contact avec des animateurs beaucoup plus qualifiés, avec qui ils échangent le travail. Justement, quels sont les thèmes de prédilection pour l'animation africaine? Des histoires plutôt futuristes ou traditionnelles? Je ne veux plus que les histoires soient associées à l'image, en tout cas d'une Afrique qui est trop souvent exclusivement liée à la misère des hommes. Je pense qu'il faut arrêter avec ce genre de contenu et puis mettre de la joie, de l'amour, la haine, le combat, en tout cas optimiste. Il est important aussi que nos réalisations sortent aussi du continent. Et moi, je leur dis d'être des Tarantino, qu'ils inventent. En fait, l'Afrique est vaste et il y a énormément d'histoires. Donc, on peut mélanger du traditionnel au moderne. Il y a ce film Iwaju, une série en fait animée de science-fiction, et elle est le fruit de la collaboration entre Disney et les studios panafricains Kugali. Est-ce que c'est un tournant? Oui, c'est un tournant. Je suis assez agréablement, pas surprise, mais je suis très contente de cette collaboration. Mais je pense qu'il ne faut pas juste que ça s'arrête là. Qu'il y ait juste des collaborations où on aide des talents africains avec l'Occident. Il faut que ces grandes sociétés-là viennent sur place et continuent le travail. Parce que tous ces jeunes qu'ils forment et qu'ils sont brillants, il faut qu'ils continuent le travail avec eux, qu'ils leur proposent du travail sur leur continent. Voilà. Alors, dernière question, que peut-on dire aujourd'hui du film d'animation africain? Il est en bonne voie. On a beaucoup de talent, vraiment. Il y a des jeunes qui se débrouillent avec peu. Mais encore une fois, je pense qu'il faut qu'on crée et qu'on produise nos propres contenus en formant beaucoup plus et puis orienter nos productions sur le marché local. Ce qui nous permettra de compter sur le continent africain et d'être aussi compétitif hors du continent. Il ne faut pas qu'on fasse des imitations, de pâles copies de Disney, mais il faut pour ça qu'on crée nos propres produits. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.